Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Serge, merci d'avoir accepté mon invitation dans cette émission du mercredi soir. Bonsoir à tous les spectateurs qui nous regardent encore une fois et pour être fidèles à ce rendez-vous. Comment vas-tu Serge ? Eh bien, écoutez, avec ce que nous propose la conjoncture, je vais le mieux possible. Je suis quelqu'un qui suis résolument optimiste. Chaque matin, je regarde tout ce qui va bien et j'essaye de mettre de côté tout ce qui va mal. Donc, on peut dire que tout va pour le mieux dans le monde actuel. Eh ben, c'est une très très bonne nouvelle. Ça commence déjà avec une bonne énergie, donc c'est super. Alors Serge, il y a une tradition dans cette émission du mercredi soir que je pose à mes invités, qu'ils soient trailers ou pas. C'est le souvenir de leur premier trail. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier trail ? Est-ce que tu t'en souviens ? Alors, on va dire trail, c'est un mot tiroir, trail. On y met tout ce que l'on veut. S'il s'agit d'une course sur des sentiers avec un dossard et un classement, ça doit être le Cross de Charence en 1975. C'était 12 km. 12 km dans le domaine de Charence, là où j'habite aujourd'hui d'ailleurs maintenant, et qui était organisé par le club de l'Union sportive gapençaise, maintenant qui s'appelle le Gap Athlétisme, et qui traditionnellement faisait une course sur les fêtes votives. La tradition dans les espaces ruraux, dans les milieux de montagne, c'est que le jour de la Saint-Louis, il y avait le concours de pétanque et la course à pied. Et donc là, il y avait ce fameux Cross de Charence. Moi, j'avais 14 ans et j'ai participé à cette course avec grand plaisir. Et je crois que ça a été pas le début d'une vocation parce que j'aimais déjà beaucoup courir. Et je me suis dit, mais finalement, c'est quand même bien. Mais le trail tel qu'il est aujourd'hui, codifié sans code, mais tel qu'on le connaît, c'est plus tard. Mais on va dire que les courses de montagne, vraiment impliquées dans toutes les courses de montagne avec en Suisse, en Italie, en Angleterre, c'est à partir des années 78-79 ou 80 où vraiment je me suis impliqué beaucoup dans le monde de la course en montagne qui a pris le nom de trail plus tard. Je rappelle le premier cross du Mont Blanc, c'est 1979. Le premier cross du Mont Blanc, qui a créé ensuite tout ce que l'on a vu autour du Mont Blanc, mais ça remonte à un très long moment, avant que le mot trail, souvent un mot permet d'enfermer une réalité, de lui donner de la substance. Ça a été le cas avec le mot trail, qui était un peu un mot magique. Mais courir dans la nature et courir en montagne existent bien avant le mot trail. Donc, cette première course, c'est dans les années, au milieu des années 70, ce qui ne me rajeunit pas. Bon, j'étais pas né. Voilà. Alors effectivement, c'est vrai qu'on aime bien donner des noms à tout le temps. Et, ça nous fait du bien de se rapprocher peut-être de certaines pratiques. Ça donne un petit peu une communauté aussi parce qu'on se dit du coup trailer. Donc effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de donner des noms des fois aux choses.
Alors, juste pour rappeler aux spectateurs, vous allez pouvoir poser vos questions à Serge durant toute la durée de l'émission. Donc, n'hésitez pas à participer activement dans l'espace commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous pourrez poser toutes vos questions à Serge. Alors, Serge, moi, je te connais depuis 2 ans maintenant parce qu'on avait participé ensemble à une présentation de produits Compressport. Et en m'intéressant un petit peu à toi, je me suis rendu compte que tu étais quelqu'un qui vivait à fond de sa passion et qui avait de multiples casquettes. Donc, tu es auteur, tu es rédacteur en chef du magazine Esprit Trail, dans lequel j'ai l'honneur d'être ce mois-ci. Et comment est-ce que t'en es venu à te dire, tiens, moi je vais vivre de ça, cette passion du trail, j'ai envie de développer ça à fond. Comment est-ce que t'en es venu à te dire, ça y est, je veux faire ça, je veux faire ça? D'abord, je suis d'abord coureur à pied, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai toujours couru à pied, et aussi loin que mes souvenirs me portent, j'ai toujours aimé partir en courant sur les sentiers. Et dès qu'il y a eu les premières revues, les revues Spiridon, je m'étais rapproché de Noël Tamini quand il crée les revues Spiridon 77-78, et quand Gilles Bertrand a créé avec Jean-Pierre Rech le magazine VO2 Magazine, qui était vraiment le magazine, le premier magazine initiateur de cette dynamique, eh bien, quand on regarde les premiers numéros, j'étais rédacteur dans ces premiers numéros, donc j'avais une vingtaine d'années, et c'est vrai que j'aimais à raconter, à interviewer, et donc en parallèle de mes autres activités professionnelles, en parallèle de ma famille, de mon activité de sportif aussi, j'ai toujours aimé écrire, raconter, hein. Donc après j'ai travaillé pour le magazine Courir, j'ai ensuite collaboré à Running Attitude, et après, très naturellement, de l'été 2003, juin 2003, on a créé le magazine Esprit Trail. Donc, il y a un peu plus de 17 ans, on a créé ce magazine à une époque où le trail était encore très confidentiel. La discipline était réservée à tous ceux qui avaient envie de s'intéresser à elle et non pas venir dans les médias beaucoup plus larges comme aujourd'hui. Et donc, Esprit Trail existe toujours et je le fais avec un grand bonheur. Et c'est vrai que c'est une activité principale, mais je suis aussi organisateur, je fais d'autres conseils en communication, c'est-à-dire que vraiment j'ai une palette un petit peu plus large, mais le fait de pouvoir dire, raconter, écrire, partager fait partie de mon bonheur et de mon plaisir. Avant, il n'y avait que le papier, le print, comme on dit dans notre langage. Aujourd'hui, il y a aussi le web, il y a les vidéos par le web. Donc, toutes les gammes sont là pour dire, raconter, partager et finalement donner un peu de soi et puis prendre aussi beaucoup parce que malgré tout le bagage ou l'expérience qu'on peut me prêter, je suis toujours très curieux de tout ce qui se fait. J'essaye de me mettre à jour, de ne pas porter de jugement trop rapide, puisque souvent l'expérience amène à trop juger les choses, donc en se disant oh là là, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. Et donc au contraire, j'essaye d'être très modeste par rapport à mes jugements et de me dire finalement, cette idée, moi, je ne l'aurais pas eue, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas mauvaise. Et donc, on va regarder avec curiosité si ça fonctionne. Et donc, c'est vrai que la dynamique trail m'a époustouflé et j'ai pris plaisir à la commenter, à prendre un regard. Et s'il y a quelque chose qui me caractérise dans le métier que je peux faire au niveau des médias, c'est de garder quand même cette indépendance et cette capacité à avoir un œil critique au sens noble. C'est-à-dire, je ne m'érige jamais en juge, mais j'essaye de prendre du recul par rapport à l'immédiateté du web qui reproduit parfois dans des copier-coller rapides les communiqués de presse ici ou là. Et donc, j'essaie quand même, quand on me dit qu'un grand champion a gagné la plus grande course de trail de telle ou telle région, je regarde quand même si c'est vrai, hein, avant de l'écrire et de le reproduire tel quel, quoi. Donc, ma petite patte, c'est peut-être une certaine exigence journalistique par rapport à la qualité de l'information que je peux transmettre à mes lecteurs. Et puis, une envie d'écrire bien, hein, c'est-à-dire une envie de dire si on écrit, le verbe, le mot littérature est un peu trop ambitieux, mais enfin j'essaye d'écrire proprement et de transmettre le plus d'émotions que l'on peut ressentir en soi par une qualité de texte, à la fois pour moi, mais aussi pour ceux qui me font le plaisir de me proposer leur texte, et on essaye d'avoir une exigence littéraire, j'ose le mot.
Mais ça, c'est peut-être quelque chose. Alors déjà, je pense que ça vient de ton histoire d'ancien prof de philo, si je me trompe pas. Eh ben oui, oui, oui. Donc ça aussi, je pense, une histoire. Et puis il y a aussi le fait du papier, l'historique du papier. Enfin, une fois que tu écris quelque chose sur le papier, ça reste. Alors que quelque chose sur Internet, enfin, tu dis quelque chose qui n'est pas juste sur Internet, tu peux très facilement supprimer. Alors que quelqu'un qui a acheté le papier, il pourra toujours te ressortir si tu l'as écrit, c'est là. Alors que si tu le supprimes sur un article ou si tu supprimes une vidéo, on peut plus jamais te reprocher quoi que ce soit parce que ça n'existe plus. La richesse du papier, c'est Mm. exactement ça. C'est vrai que la différence entre le web et le papier, c'est que quand on a un magazine sur la table du salon, on le feuillette. Et donc, il y a Mm. des informations qui viennent à toi que tu n'es pas allé chercher. Et surtout, on peut y revenir. Le plaisir d'aller voir les numéros de Spiridon des années 70 ou des années 80, la mémoire que tous les trailers d'une certaine génération ont de la photo de Patrick Renard qui gagne la première édition des Templiers qui est restée, c'est grâce au papier. Mm. C'est vrai que le papier permet d'avoir quelque chose dont on va se souvenir ou que l'on va aller rechercher même si on s'en souvient plus. Donc c'est très complémentaire de ce qu'il peut y avoir avec le web qui va donner dans l'immédiateté de Mm. l'envie de savoir tout de suite ce qui s'est passé. Et puis le papier, lui, va permettre de garder une mémoire. Moi, j'ai une certaine gourmandise quand je vais sur les salons, que je vois des courses ou des produits. Très souvent, la vidéo qui est installée, elle marche plus, il n'y a plus de pile ou la luminosité ne permet pas de voir les films. Par contre, il y a la photocopie des articles, des reportages de courses qui sont affichés à fond de stand et tout le monde les regarde. Donc c'est vrai que Mm. la petite revue de presse du papier, elle compte beaucoup. Et quand les courses ou les marques m'appellent en fin d'année pour me dire on va faire un book press, renvoyez-nous le PDF de votre article parce qu'on voudrait l'imprimer pour le mettre dans ce qu'on va envoyer à nos partenaires ou nos financeurs, bah, ça a quand même aussi un petit poids, hein, le Bien papier. sûr. Pour autant, ça aujourd'hui, ça doit combiner et vivre avec le web. On n'écrit plus aujourd'hui un article comme on l'écrivait il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Avant, on racontait la course, on disait qui était premier, qui était deuxième. Mm. Aujourd'hui, dès le dimanche à 15 heures, tout le monde veut savoir et sait qui était premier et deuxième. Mm. Donc, on ne va pas le redire, nous, un mois après, avec nos délais de parution. Donc, on va raconter une autre histoire, on va avoir un angle rédactionnel qui est différent. Parler du territoire, parler d'un bénévole, parler de l'organisateur, parler d'une personne qui l'a couru et qui a une caractéristique particulière. Ça demande un effort, mais ça tombe bien, j'aime ça. Donc, ça permet vraiment d'avoir renouvelé l'écriture papier qui finalement va rajouter un plus par rapport au web. L'info immédiate, c'est le web. L'approche critique, l'approche avec un petit pas de côté, ça va être le papier et on va vivre ensemble en bonne intelligence. Et nos chiffres de vente, ce que l'on voit aussi dans d'autres mondes de la communication autres que le trail ou le sport, me montrent que le tout web et l'idée qu'avaient parfois les chargés de communication sur le tout web est en train de passer et on a plutôt ce qu'on appelle un cross-branding, c'est-à-dire un cross-média avec plusieurs médias qui vivent ensemble pour promouvoir de manière globale un produit, une image, une marque, transmettre une information. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, il y a plein de gens qui vont préférer un média plutôt qu'un autre, plutôt préférer une façon de faire plutôt qu'une autre. Et puis, bah, c'est OK. Il en faut pour tout le monde. Il y a pas de problème avec ça. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai que j'ai toujours, pourtant, je suis très, très digital, hein. Je suis dans cette génération très digitale. Et pour autant, j'ai toujours plaisir à prendre un magazine, à regarder des articles et puis même des fois découvrir des personnalités que finalement j'aurais jamais été lire en fait un article sur un portrait par exemple de quelqu'un et c'est en ça que je pense que le papier a toujours sa place et comme tu disais il y a ce côté de l'objet que tu poses chez toi sur une table basse et que quand tu passes chez des gens tu vas aller le regarder ou dans la salle d'attente du médecin ou enfin voilà il y a toujours ce côté de l'objet qui est toujours Ce qu'il intéressant faut avec le qu'on se magazine. rende bien compte, c'est qu'une communauté, une passion, ça doit enrichir et permettre le partage et pas l'enfermement. Or, aujourd'hui, les stratégies du web enferment celui qui n'utilise que ça dans son monde. Quand on va cliquer sur certains profils, quand on est sur les réseaux sociaux, on va constituer sa sphère qui a le même avis que soi, qui a les mêmes amours, les mêmes appétences que soi. On n'aura de Mm. l'information que de ceux qui sont comme nous.
quand on clique pour acheter un produit, on n'aura ensuite que les produits qui lui correspondent. C'est-à-dire, on n'aura plus de capacité à s'intéresser à autre chose, à finalement avoir une petite lumière et à s'intéresser à des mondes qui finalement sont passionnants pour nous, mais on ne le savait pas parce qu'on n'a pas eu l'information. Donc, à contrario de ce que l'on pourrait croire, être uniquement sur son smartphone, uniquement sur les réseaux et uniquement sur les sites web que l'on aime, ça nous enferme dans notre bulle très protectrice, mais qui fait qu'on ne s'intéresse plus à tout le reste. Et c'est vrai que c'est cette palette diversifiée. En tout cas, moi, ça a toujours été mon plaisir. J'aimais, quand j'étais étudiant, arriver à la Sorbonne en sportif. Et puis, j'aimais arriver dans mon monde de sportif avec mes livres de philo. Bref, c'est-à-dire être capable de créer des passerelles et puis expliquer dans un footing à des coureurs la fragrance de l'instant, qu'est-ce que c'est que le temps, l'espace, la matière. Et puis quand je suis avec des intellectuels, leur dire n'oubliez pas que vous avez un corps, et puis si votre corps va bien, vous allez vous sentir mieux, vous allez peut-être penser mieux ou différemment. Bref, de créer des passerelles et tout ça, finalement, c'est ce que j'essaye aussi de retranscrire en s'ouvrant en permanence, on conforte ses propres passions, on les enrichit, on les met en perspective et on évite d'y s'y enfermer ou finalement de tomber de très haut. Moi, ce qui me marque dans le trail, parfois, c'est un enfermement complet. Je vois beaucoup, énormément plus que ce que je voyais avant dans la course hors stade ou l'athlétisme, de gens qui ne couraient pas, se lancent pour faire un grand ultra, TMB, Tour des Géants ou autre, le font et après se reposent et ne reprennent plus. C'est-à-dire c'était un temps. Puis on a tellement été noyés que finalement on a bu la tasse et on ne repart pas. Alors qu'une passion qui accompagne toute sa vie, à partir du moment où elle n'est pas exclusive, c'est finalement enrichissant. Je suis un peu souvent le doyen des groupes de sportifs avec lesquels je m'entraîne, et c'est vrai que cette capacité à s'enthousiasmer, cette capacité à avoir toujours du bonheur à courir chaque jour ou à accrocher des dossards, elle s'entretient aussi en ayant plein d'autres choses à côté. On est content d'aller au son jardin quand on n'est pas toujours dans son jardin. On y retourne et on a plaisir à s'y retourner. Si on y est du matin au soir, au bout d'un moment, on s'en lasse et on le quittera pour toujours. Voilà un petit peu ma philosophie. C'est intéressant. Du sport. C'est très intéressant. Et c'est vrai, pour rebondir sur le côté de s'enfermer dans une bulle de choses qui vont nous intéresser probablement, en fait, c'est aussi un petit peu, alors je vais pas dire la faute parce que c'est un peu leur objectif aussi à tous les réseaux sociaux. En fait, moi, je dis souvent aux gens, testez d'interagir ou de regarder un certain type de publication pendant une semaine et vous allez voir que très très rapidement, votre fil d'actualité va ne ressembler qu'à ce type de publication que vous êtes intéressé. Intéressez-vous à un truc que vous ne voyez plus jamais auparavant, comme, je sais pas moi, la mythologie ou des trucs complètement, que vous n'intéressez pas. Et ça, c'est aussi intéressant de justement de faire exprès d'aller s'ouvrir un petit peu ailleurs pour que justement le fil d'actualité s'actualise en fonction de ce qui nous intéresse et qui reste diversifié. Parce que ça, les réseaux sociaux sont très puissants pour ça, pour nous enfermer dans un monde. Les réseaux sociaux ont aussi une force, c'est-à-dire pour se faire connaître. Moi, je vois sur le grand trail de Serponçon qu'on a essayé de lancer et qui a dû être annulé en septembre dernier, mais comme beaucoup d'autres, l'animation très régulière, et j'ai pris à cœur de faire vivre ma page Facebook avec mes amis, mais je l'ai pris vraiment à cœur moi-même en présentant les hommes, les lieux, les histoires, finalement de permettre aux milliers de personnes qui nous suivaient d'être avec nous à nos côtés. Et bien, ça a créé une sorte de communauté qui fait que tout l'été, quand j'allais de trail en trail ou au téléphone, les gens avaient une proximité avec nous. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc il y a, comme tout, il y a des côtés. Le verre, il est à moitié plein, à moitié vide. Le tout, c'est d'être lucide et de se rendre compte que il ne faut pas tomber dans le côté obscur de la force. Ça, c'est mon côté maître Jedi. Tout à fait. Et du coup, pour continuer là-dessus, comment est-ce que toi, tu vois le trail évoluer? Alors, je vais pas te dire dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, ça n'aurait pas vraiment de sens, mais comment est-ce que tu le vois évoluer? Est-ce que tu le vois évoluer plus vers un type de professionnalisation comme on peut le retrouver sur la route? Est-ce que tu le vois stagner comme ça? Comment est-ce que tu le vois?
Alors, si tu veux, la professionnalisation, c'est un peu un miroir aux alouettes, hein. La professionnalisation, même sur la route, elle a été très différente. Nous, dans les années 80, on pouvait gagner notre vie très correctement en ayant des niveaux qui ne sont pas des niveaux stratosphériques. Vous faisiez de 15, de 16 au marathon, vous gagnez des grandes courses ici ou là, et puis on arrivait à gagner très proprement sa vie. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est terminé. Mmh. Les jeunes, et je suis admiratif devant cette génération, au dernier championnat du monde de semi-marathon, on a nos jeunes Français qui ont fait entre 58-40 et 59-40 et 1h01, 1h02. Nicolas Navarro, c'est exceptionnel, c'est des performances exceptionnelles, mais eux ne peuvent pas être professionnels. Ils ne peuvent pas être professionnels parce qu'ils sont encore tellement loin derrière les Kenyans, les Éthiopiens ou d'autres, qu'ils n'ont pas de visibilité, donc de rentabilité, surtout que c'est plus la capacité à être attractif, visible sur les réseaux sociaux que les performances qui font qu'on est attractif pour les marques. Donc la professionnalisation, même sur la route, elle n'existe pas trop. Et en trail, soyons clairs, professionnel au sens où on peut en vivre bien, de manière durable, avec une protection sociale, comme on entendait être professionnel aujourd'hui, soit Mmh. dans le foot, soit dans le cyclisme ou dans les sports professionnels, on les compte sur sur les doigts d'une main, hein, les Mmh. athlètes qui sont professionnels, masculins, et en féminin, c'est la même chose, on en compte pratiquement pas, hein. Quelle est aujourd'hui l'athlète féminine traileuse qui est professionnelle par sa seule activité de coureuse à pied de trail? Il n'y en a pas, hein, ou alors il faut me le dire, mais j'en vois pas. Ouais, je Donc, il n'y a pas d'activité professionnelle en trail. Euh, Ensuite, l'évolution du trail, il y a une accélération là, avec la crise sanitaire, crée une accélération qu'on avait déjà un petit peu pressentie. Le trail a évolué vers des courses phares qui sont devenues des grands événements populaires, à l'instar mmh. des grands marathons Londres, Paris, New York. L'Ultra Trail du Mont Blanc, le Grand Trail des Templiers, la Saint-Élion, il y a eu Mmh. quelques grandes courses avec pratiquement 10 000 coureurs. On sent aujourd'hui que ces grands événements euh, ont toujours leur légitimité, mais ne sont plus l'âme du trail telle qu'elle est écrite ou telle qu'elle est narrée par ceux qui ont tendance à essayer de parler de cette activité. Je pense que l'on va avoir des événements qui vont essayer de se redimensionner à une taille un petit peu plus humaine, Mmh. pour que le sentier reste un single et non pas une foule. Et la plupart des événements aussi doivent, de manière résolue, non pas faire du greenwashing, mais faire véritablement une approche environnementale. La difficulté du trail, j'en discutais il n'y a pas longtemps lors d'une interview avec un nouvel organisateur d'un ultra trail, qui a été surpris de voir des concurrents suivis par des camping-cars, suivis par des voitures. Mais oui, Mmh. oui, oui, aujourd'hui, un ultra Mmh. trailer qui veut gagner une épreuve, vu l'exigence, si c'est pas interdit par le règlement, il va être suivi par une véritable équipe qui va le Mmh. suivre et l'accompagner. Donc, si on ne réglemente pas ça, pourtant le trail dit pas de règlement, mais si on ne réglemente pas ça, on peut avoir 1000 coureurs et 300 voitures ou 400 voitures qui suivent de loin en loin. Alors, est-ce qu'on a envie de ça? La réflexion, elle est là, c'est-à-dire est-ce que le trail, s'il veut rester dans ses fondamentaux qui est la nature, le coureur, le sentier, le dépassement de soi dans un certain dénuement, c'était ça l'esprit du trail, il doit réfléchir à ça. Il peut y avoir des grands événements populaires. Ces grands événements populaires doivent s'organiser pour produire un développement durable à long terme et arriver à avoir ici ou là des épreuves qui soient beaucoup plus en phase avec leur territoire. Parce que la grande richesse du trail par rapport à l'athlétisme ou à la course sur route, c'est véritablement de permettre le partage et la rencontre. Moi, ce qui me Mmh. marque, hormis quelques épreuves classiques comme André Giraud qui voulait faire découvrir Massa et Cassis et son territoire, comme Jean-Claude Moulin qui voulait ouvrir la Lozère entre Marvejols et Mende, c'est que souvent les courses hors stade, des corridas ou des courses sur route qu'on mettait par praticité dans des banlieues de grandes villes pour pas déranger le centre-ville, avaient une certaine anonymat et on rencontrait pas grand monde, on avait uniquement ligne de départ et puis son chrono qu'on allait voir à l'arrivée, Mmh. alors que le trail a vraiment occasionné des très belles rencontres Mmh. parce que une grande majorité des trails sont organisés par des trailers, quel que soit leur niveau, qui ont pris beaucoup de plaisir à être dans leur pays et qui ont envie de l'ouvrir à beaucoup d'autres. Mmh. Bénévoles, parcours, produits du terroir sur les ravitaillements ou à l'arrivée, tout ça, ça a créé une alchimie qui a fait le secret du trail. Et les grandes réussites des grandes courses, c'est d'abord
la rencontre entre des personnalités et leur territoire. Gilles Bertrand, Odile Baudrier, la Grande Course des Templiers, Michel et Catherine Poletti Mmh. à l'Ultra-Trail du Mont Blanc, Michel Sorine qui a repris la Saint-Élion et qui en a fait quelque chose de phénoménal, l'organisation. Bref, je pourrais multiplier ces expériences-là, mais c'est rarement anonyme. Et quand des sociétés anonymes, et Dieu sait qu'elles sont professionnelles, comme ASO, ont essayé de prendre le trail comme l'Oxygène Calache-Lorge dans le Cantal, ça a été des échecs. Non pas des échecs d'organisation logistique, mais parce qu'il n'y avait pas cette passion, ce terroir rencontré, ces gens du territoire qui étaient on est heureux de vous accueillir, regardez comme ma montagne elle est belle, regardez comme mon produit il est bon. Ça n'existait pas, on avait quelque chose de carré, à l'instar du Tour de France, mais ça n'a pas fonctionné. Donc le trail a pour ça, c'est une activité bien sûr sportive de loisirs, mais très sociétale et qui colle bien à notre moment où on veut passer d'un productivisme acharné à un consommérisme modéré. Non, mais enfin, ouais. J'ai beaucoup réfléchi à cette question de l'évolution du trail du fait du Covid et j'ai un petit peu observé justement comment est-ce que les gens se comportaient et comment est-ce que on s'adaptait en fait à ces conditions sanitaires. Bon, on se rend compte que de toute façon, les gens trouvent toujours des moyens pour assouvir leur désir et leur passion. Alors, il y en a beaucoup qui ont du coup profité pour faire des try off et on voit ça. Alors, moi, je me suis demandé si finalement, si on allait continuer un petit peu dans cet esprit-là. Et ce qui me plaît beaucoup, et je suis loin d'être le seul, comme tu disais, c'est le partage et les rencontres que tu peux faire. Enfin, on peut très bien côtoyer un médecin, un avocat, des gens, enfin peut-être un milieu social dans lequel on n'évoluerait jamais si on n'était pas dans ce sport. Et il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'autre aspect qui est complètement unique dans le trail. C'est de pouvoir prendre le départ avec ses propres héros. Enfin voilà, quand quelqu'un qui fait du foot, jamais il jouera sur le même terrain que Messi. Enfin, il y a aucune chance. Et en ça, le trail a cette force et je pense que le off n'est pas tout près de prendre la place aux courses officielles, du moins pour l'instant. Non, c'est sûr. Les off, c'est autre chose, c'est intéressant, mais ça se substituera jamais. Et c'est vrai que s'il n'y avait plus demain d'organisation avec des dossards, ces objectifs que l'on prépare ensemble, je pense que l'on aura quand même un beaucoup moins grand engouement pour la discipline du trail. Mais le trail, c'est vraiment, et la course nature, c'est quelque chose qui permet la rencontre et la discussion entre coureurs sur autre chose que la performance. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, encore hier, je faisais une sortie vélo, on a rattrapé un cycliste, il a cherché à nous lâcher, il nous faisait des bordures, il nous a même pas dit bonjour. Donc c'est vrai que j'ai rien contre les cyclistes, au contraire, j'ai fait la compétition de vélo, mais c'est un monde particulier. Quand 3 marathoniens se rencontrent, des coureurs au stade, au bout de la deuxième question, on va vous dire: et toi, quel est ton record? Et hop, on crée des hiérarchies. Ça n'existe pas en trail. Et c'est vrai que, on va dire, quelle course tu as fait? Est-ce que tu l'as terminé? Si tu l'as pas terminé, bon, c'est dommage, c'était bloqué à telle barrière horaire, mais tu arriveras l'année prochaine. Bref, il n'y a pas cette hiérarchisation par la pure performance. Le fait d'être sur le sentier, d'avoir vu le sommet, d'avoir vu telle ou telle chose sur le parcours, ça compte autant que le fait sportif. Et donc pour ça, je trouve que c'est vraiment fantastique. Et quand on va dans les groupes de trail, les clubs formels ou clubs informels, moi j'adore ça parce qu'il y a à peu près tout le monde. Il y a le débutant qu'on va essayer de conseiller, puis on va marcher un peu ensemble, et puis on va monter au sommet, revenir le chercher, le raccompagner. Ça permet vraiment une pratique conviviale, une pratique sociale, et qui finalement donne confiance. Et c'est le meilleur des rassembleurs, et mais aussi le meilleur des antidépresseurs. Souvent, le fait de faire du sport, courir et courir en nature, il y a les 3 niveaux. Quand vous allez mal, faites du sport. Quand vous allez mal,
que vous faites du sport d'endurance, ça va encore mieux. Et quand vous allez mal, que vous faites du sport d'endurance et dans la nature, ça va encore mieux. Hein. Donc finalement, le trail va bien à notre instant. Et dans les moments de confinement, dans les moments où, comme aujourd'hui, tu es porteur de projet, je le suis aussi, on peut avoir des inquiétudes sur demain. Ben bon, finalement, c'est comme une course. On prend le départ, on n'est pas sûr d'être à l'arrivée, mais si on ne va pas s'entraîner, ben on prend le départ, on est sûr de ne pas terminer. Donc finalement, la vie, c'est comme ça, et chaque matin, c'est un pari. Est-ce que je serai encore vivant ce soir? Ben, c'est la même chose. On va prendre ce pari-là, de dire que on est plutôt en bonne santé, on va essayer de se préserver, on va essayer de porter des projets, et c'est parce qu'on fait des projets qu'on est heureux. Et puis si on y arrive, c'est bien. Si on n'y arrive pas, on a été heureux de le mener. Et si en plus on le mène avec d'autres, si on a une petite équipe, ben c'est fantastique. Donc c'est la leçon de vie qui est la leçon de vie en acte par la course, par le sport et par la nature. Parce que c'est vrai que quand on court dans la nature, on a des obstacles, on a des descentes, on a des montées, on a la diversité qu'on peut voir dans un quotidien, dans une journée, dans une semaine, dans la vie entière. De toute façon, c'est vrai que ce que je dis souvent, c'est que la vie est une suite de résolution de problèmes successifs. Une fois que tu en as résolu un, il y en a un autre qui arrive, etc., etc., etc. Alors, une fois que tu as compris ça et que tu l'as admis, bon, bah, on les prend un par un et puis on avance. Il y a deux types de problèmes, François. Il y a deux types de problèmes. Il y a le problème sur lequel on ne peut rien. Vraiment, c'est pas toi, c'est pas moi qui vont aller trouver le vaccin pour le Covid, par exemple, ou pour lutter contre enfin, il y a des problèmes, on n'y peut rien. Donc, on les met de côté. Soit on est capable d'agir sur ces problèmes-là et on va s'investir, soit on les met de côté et on ne va pas se pourrir la vie en se répétant tous les jours, ah là là, il y a le Covid. Et puis, il y a les problèmes que l'on peut régler parce qu'ils sont dans sa sphère de compétence ou dans sa sphère intime. Et donc là, on va s'armer pour arriver à les résoudre. Et c'est le fait de s'armer pour arriver à les résoudre qui vont nous faire avancer. Hein, je ne vais pas faire de philosophie, mais il y a... regarde, on ressent la philosophie ce soir, c'est beau. Voilà. Moi, j'adore... je trouve que le trailer ou l'ultra-trailer, c'est vraiment Sisyphe dans le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Le Sisyphe, c'est quelqu'un qui monte un caillou au sommet de la montagne, et quand le caillou est au sommet, il redescend. Puis le pauvre Sisyphe, il doit redescendre et doit remonter son caillou. Et puis finalement, Albert Camus, il dit, mais il faut imaginer Sisyphe heureux, parce qu'il a un but, il monte son caillou. Et puis ça suffit à le rendre heureux. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix. On est sur Terre, on est vivant. Soit on dit, voilà, mais pourquoi je suis en vie? Qu'est-ce qui se passe? Non, on y va, on fonce. Et puis, on prend du plaisir à chaque instant. Ça ne veut pas dire qu'on voit que l'instant présent, parce que se projeter, c'est du bonheur, mais il ne faut pas trop se prendre à la tête non plus. Hein. Donc, les problèmes qu'on ne peut pas résoudre, on les met de côté, on sait qu'ils sont là, mais on ne va pas se focaliser et déprimer pour ça. Il y a les difficultés que l'on peut avoir et on va essayer de tendre vers, et puis on va se donner des pistes, des projets, des envies, parce que c'est les pistes, les projets, les envies qui donnent du goût à l'instant et qui donnent envie de se lever le matin. Et alors, est-ce que tu dirais que ce conseil-là, qu'on peut appliquer du coup dans notre vie quotidienne de tous les jours, ça pourrait s'appliquer aussi dans un moment de difficulté pendant un trail? Ah ben bien sûr. La difficulté pendant un trail, il faut aussi être capable de l'appréhender. Il ne faut pas avoir une politique du à tout prix. Le trail est une discipline qui peut faire beaucoup de bien, mais qui peut aussi faire du mal. Donc ça veut dire que si on est sur un ultra trail, il faut être capable de se connaître par l'entraînement que l'on va faire. On va déterminer et apprendre à reconnaître le coup de moins bien passager qui est susceptible d'être surmonté. Et là, on va faire un peu de préparation psychologique avec sa petite boîte à images, son propre cinéma. Pourquoi on est là, pourquoi on le veut. Donc allez, bouge-toi, tu vas y arriver, repars. Et puis, la difficulté qui fait que si on s'acharne, on va mettre sa santé en danger à court, moyen ou long terme. Le déblocage de reins, des rhabdomyolyses ou tout simplement des débuts d'arthrose de genoux, de hanches ou d'autres qui vont nous embêter à bas bruit dans les années ultérieures, font qu'il ne faut pas non plus être un obsédé de la performance. Il vaut mieux savoir abandonner un ultra-trail pour finalement
être mieux la semaine d'après, être capable de travailler, être capable de donner de l'amour et de l'empathie à ses enfants, être capable d'être attentif à ses amis, plutôt qu'être finisher à tout prix, se faire mal à la santé, ne plus être productif professionnellement, ne plus être capable Mmh. d'une relation humaine gratifiante pendant un long moment parce qu'on est épuisé. Il y a tout ça à prendre en compte, hein. La Mmh. performance et le fait d'être finisher à tout prix, pour moi, jamais ne doit être une référence. Donc quand on est dans un moment de moins bien, dans un ultra ou un trail quel qu'il soit, il faut être prêt à avoir déjà réfléchi à pourquoi on est au départ. Mmh. Pourquoi on est au départ et que les raisons soient justes. Heu, Ensuite, quand on a vraiment des difficultés, quelles sont ces difficultés? Une lassitude, une fatigue physiologique, elle est légitime au bout de 6 heures, 8 heures, 10 heures ou au creux de la nuit vers 2-3 heures du matin, là, les moments les plus durs dans les ultras. Mmh. Ben là, il faut te dire: «Ben, je suis là, j'ai emmerdé ma famille à aller m'entraîner tout le temps, donc bon, quand même, la moindre des choses, c'est que j'aille au bout et que je cède pas Mmh. à cette fatigue qui est une fatigue très rien que de très normale». Par contre, si vous avez très mal dans le dos, que vous arrivez plus à uriner, que vous urinez du sang, si vous avez très, très mal à la tête, une migraine ophtalmique, enfin bref, il y a un tas de symptômes qu'il faut connaître et à Mmh. partir de là, ben, il faut savoir plier et puis c'est pas honteux de savoir arrêter. Par contre après, il faut se dire: «Mais pourquoi j'ai eu ça? Mmh. Est-ce que finalement, ma vie me permet de faire des ultras dans des bonnes conditions et est-ce que je me replie pas sur un autre type de discipline?» Un des travers, est-ce que c'est un travers? En tout cas, c'est une tendance de pensée, une forme de pensée du trail que au plus c'est long, au plus c'est gratifiant, hein. Ben, c'est vrai que c'est le chemin qu'on prend un petit peu, hein. C'est le chemin qu'on prend. Mmh. Pour autant, c'est beaucoup plus difficile de faire 2h35 ou 2h40 à Sierzinal que, de faire 38 heures ou 40 heures à l'UTMB, hein. Mmh. D'un côté, il y a une performance sportive, de l'autre, il y a un défi individuel réussi. Mmh. Heu, donc finalement, la hiérarchie, on se le crée soi-même. On se le crée soi-même. Alors bon, c'est vrai que la reconnaissance sociale, moi, je suis toujours, surpris quand, dans une conversation de personnes qui sont à peine, sportifs ou pas du tout, si vous l'un dans la table, quelqu'un dit: «Ah ben, un tel, il est trailer», tout de suite: «Ah ben, tu as fini l'UTMB». Si vous Ouais. n'avez pas fini l'UTMB, vous n'êtes pas vraiment un trailer. Vous avez beau avoir été international de marathon, avoir fait telle ou telle chose, vous n'êtes pas un vrai coureur parce que vous n'avez pas terminé l'UTMB. Si tu as pas Donc fait c'est l'UTMB vrai avant que 50 ans, tu as raté ta vie, quoi. voilà, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des petites Mmh. boursouflures rigolotes du monde du trail, du microcosme du trail, il faut l'accepter en tant que tel, mais il faut aussi avoir un discours. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire dans mes éditos, dans mes esprits libres. J'essaye de pas trop saturer le magazine et de laisser la plume à plein d'autres, mais j'essaye toujours de mettre un peu cette approche-là, de dire: «Ne nous laissons pas prendre par notre activité, ne nous laissons pas prendre par ce qu'on appelle l'opinion». D'une activité, essayons d'avoir un peu de connaissances. Alors rapidement, Mmh. l'opinion, c'est ce que une communauté croit, et croit dur comme fer, et qui est parfois éloignée de la réalité ou de la vérité. Mais la vérité, c'est un concept un peu compliqué. La réalité factuelle. Donc parfois, approfondir une connaissance permet de se dire, mais finalement, l'opinion de ce groupe, il est erroné, donc je vais, moi, faire un pas de côté et avoir ma propre opinion. C'est aussi conquérir son statut d'homme libre. Mais c'est tout à fait vrai. Enfin, c'est vrai que ouais, ouais, je dis juste oui. Voilà. Mais il y a un côté aussi, un côté, si tu appuyais sur le côté reconnaissance sociale et la diffusion, en fait, de ces courses qui sont ultra médiatisées. Et comme je le dis dans l'échange qu'on a eu sur ton magazine, c'est vrai que les gens sont tous enfermés dans des boîtes, comme le dit Pierre Rabhi. Et, et en fait, comme on connaît, enfin tous les gens, même s'ils font pas du trail, connaissent en fait ces grands événements, comme tu les citais tout à l'heure, que ce soit la Saint-Élion, les Templiers, la Diagonale des Fous. Et donc il y a un côté où on a forcément envie, en fait, il y a quelque chose qui nous attire d'aller faire vers ces courses-là, au-delà de la beauté des paysages et puis du côté mythique, c'est qu'il va y avoir forcément en fait cette reconnaissance sociale derrière. Et les gens ont besoin de ça. Ont Mais bien besoin sûr, de ça mais via la pyramide de Maslow. En fait, une fois que tu as rempli tous tes besoins, bah, tu arrives en haut et puis tu as besoin en fait de cette reconnaissance sociale. Alors bien ou pas, ça c'est la question philosophique. oui, mais à partir du moment où ça apporte
un épanouissement personnel, ça apporte un mieux vivre. Si, Mmh. parce que, dans son univers professionnel, on ne se sent pas reconnu, si dans son environnement amical, on sent qu'on n'a pas l'estime qu'on devrait avoir, si le fait de terminer un ultra trail permet de penser que le groupe professionnel ou le groupe familial a un meilleur, regard sur soi, bah, allons-y, pourquoi pas, hein? Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi parfois de l'écoute, c'est aussi, mais c'est un instrument qui fonctionne bien et en tout cas, quelqu'un qui est mal dans son boulot, il vaut mieux qu'il se dise: «Je vais préparer un ultra trail, le terminer», plutôt qu'il aille, s'alcooliser ou qu'il déprime Mmh. et qu'il se remplisse de benzodiazépines, hein. Donc finalement, c'est, une activité sociale gratifiante qui permet, dans la sphère de la vie, dans toutes ses facettes, permet d'avoir un mieux vivre. Alors le tout, c'est qu'il n'y ait pas un trou derrière parce que des activités peuvent être reconduites dans le long terme. Faire de l'ultra trail, si on n'a pas si on n'a pas sacrifié un entraînement minimum, si on n'a pas une hygiène de vie minimum, ça peut amener à la blessure, ça peut amener à l'abandon. Et donc, le but initial qui était de se gratifier socialement, bah, il ne va pas vraiment réussir. Donc, Pas même. bien définir ses objectifs et se donner les moyens d'y arriver, c'est aussi, pour revenir à ce qu'on peut lire sur ton site, sur tes conseils que tu donnes dans tes formations ou dans mon magazine, c'est que finalement, quand on fait quelque chose, se donner un peu les moyens de le faire pas trop mal, bah, c'est encore plus gratifiant que le faire à la va comme je te pousse. Mmh. C'est vrai que Bien l'intuition sûr. et courir pour courir, c'est bien et c'est l'essentiel. Se donner le défi de participer dans des meilleures conditions en organisant et en structurant un entraînement, si ça peut paraître un corset, très vite ça paraît gratifiant. Mmh. Parce qu'il y a quand même quelque chose sur lequel je voudrais parler, c'est le plaisir de la pratique. Il y a encore quelques jours, je disais à des amis, c'est ébouriffant, j'ai toujours autant de plaisir à courir, surtout que quand on court, c'est ça vraiment très bien. Tu t'aperçois pas que tu vas de moins en moins vite, hein. C'est-à-dire que tu fais 1 kilomètre à fond, tu as toujours l'impression que tu vas à la même allure, il suffit de pas regarder le chrono. Mmh. Donc le plaisir de courir juste, de courir bien, de placer sa foulée, de chercher à être aérien, le Mmh. plaisir de courir en montée, en alternant marche et course, en jugeant au mieux du pourcentage qui permet d'optimiser sur son énergie par rapport au but d'aller le plus vite possible en haut. Bah, c'est idiot d'aller le plus vite possible en haut, mais c'est mon challenge, c'est le challenge des autres, donc allons-y, hein. Le plaisir d'essayer de descendre ça avec le moins d'accroche possible, mais c'est un Mmh. plaisir physique. Mmh, C'est bien un sûr. vrai bonheur physique, un épanouissement physique. Et derrière, il y a le plaisir de rentrer chez soi, de se reposer les jambes, de déguster quelque chose que l'on aime et qui est décuplé par rapport à la même boisson ou au même mets si on n'était pas allé courir. Donc c'est tout un ensemble très qui donne du plaisir en permanence. Donc par-delà le trail, par-delà la performance, structurer une performance, se donner un objectif, c'est du plaisir au quotidien. Le lundi, vous allez faire un footing récupération. Le mardi, vous allez faire de l'intensité courte. Le mercredi, une sortie longue à vélo. Le jeudi, du renforcement musculaire en contre. Le vendredi, vous allez nager un peu pour renforcer le dos. Bref, vous créez de la diversité qui renouvelle Mmh. le plaisir. Et puis voilà, un jour, vous dites, merde, ça fait bientôt 50 ans que je fais ça. Tu as vu passer. Voilà, voilà, voilà. Non, c'est vrai, ça. Il y a Voilà. quelqu'un qui, l'autre jour sur les réseaux sociaux, demandait comment est-ce que je peux débuter. Et c'est vrai que ça, c'est une question que quand on débute, on a tendance à vouloir venir poser à une communauté qui est dans le trail depuis longtemps. Et pour autant, il y a chacun son parcours, tout le monde est différent et la progression ne sera pas la même. Et faire que du trail peut ne pas correspondre à certaines personnes. Je lui disais, mais si ça te fait plaisir d'aller faire du tennis, va faire du tennis. Bien sûr. L'important, c'est juste de bouger et de se faire plaisir. Derrière, Voilà. la progression Sachant qu'à la viendra. question comment je peux débuter, il faut aussi savoir qui est-ce qui la pose. Si Bien sûr. un cycliste de première catégorie ou un très bon cyclosportif me dit comment je peux débuter, je lui dis tu vas courir et rouler. Peu à peu, tu vas augmenter ta part de course à pied, mais continue Mmh. à rouler pour garder tes qualités d'endurance parce qu'au début, tu as de telles qualités d'endurance que tu vas avoir envie de courir plus longtemps, mais ta structure articulaire et musculaire n'est pas prêt à accepter le choc de la course à pied. Mmh. Par contre, si je vois un footballeur ou si je vois un sédentaire en surpoids, je ne vais pas lui dire la même chose. Bien C'est-à-dire sûr. débuter, c'est la personne qui débute. Quelqu'un de 40 ans en surpoids qui se met au sport, je vais lui dire, ben, c'est très simple, tu vas
marcher, Marcher. courir pendant une demi-heure, pas plus, marche-course. Dès que la course est pénible, tu marches et tu dépasses pas une demi-heure. Et tant que tu n'es pas capable, en faisant ça 2-3 fois par semaine, tant que tu n'es pas capable de courir 30 minutes sans souffrance, tu vas pas plus loin. Et après, tu continues. Et tout ça, tu vas mettre Bien un sûr. an avant de te dire je vais courir 1 heure et commencer à faire des gammes et à faire du travail de pied et à faire autre chose. Non, on va prendre le temps. Et au Mmh. contraire, c'est parfait parce que c'est là où on sent la progression, où on sent son corps changer, Bien où sûr. on a le plaisir du geste qui arrive, le plaisir du souffle qui revient, l'escalier qu'on a envie de prendre plutôt que de prendre l'ascenseur. Bref, chacun, la question est-ce que je peux débuter a une réponse, c'est du sur-mesure, il n'y a pas de Sur mesure, prêt-à-porter. bien sûr. Alors, juste, je rappelle que là, tu m'avais prévenu, Serge, que tu étais très bavard, mais c'est avec grand Et je me plaisir. retiens, hein, je me retiens. Hein, C'est avec grand plaisir, et puis je suis pas le seul à éprouver ce plaisir, tu vois, et quelle sagesse. voilà. Alors, je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Serge dans l'espace commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Alors, on a une question de Pascal. Alors, je vais la reformuler parce que parce qu'elle n'est pas du tout vraie. Donc, Pascal dit bonsoir Serge, petite question humoristique. Et quel conseil donnerais-tu à un François qui espère prendre ta place chez Esprit Trail un jour? Alors, Ah, mais je moi, serais ravi si tu veux, je serais ravi parce que objectivement, et là je suis sérieux, je fais le magazine depuis 18 ans, je me dis ça serait pas sérieux de le faire plus de 20 ans, même si j'essaye de me renouveler, ainsi de suite. Donc, et je voudrais que le titre perdure. Donc, dans quelques temps, et on commence à, vous savez, quand on est dans la dernière partie, qu'on a passé la dernière barrière horaire et qu'on est sûr d'arriver. Donc là, je me dis, mais il faut quand même regarder ce qui se passe et il faudra que le titre perdure. Donc, le conseil finalement, c'est de se dire, si je m'engage dans quelque chose, je ne vais pas tout lâcher d'un coup pour me dire, est-ce que ce que je fais là, je vais pouvoir le faire longtemps. Et ça vaut dans tous les compartiments de la vie. J'ai parfois des organisateurs, des néo-organisateurs qui font tellement de choses de la première édition. hmm, Je ne leur dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce qu'il ne faut surtout pas donner trop de conseils aux gens. Mais je me dis, lui, il fait tellement de choses, tu vas voir, au bout de 2-3 années, il va dire je peux plus, c'est trop compliqué, j'arrête. Et ça, à tous les hmm, coups, c'est pareil. Quelqu'un qui se met à courir énormément, qui passe de 2 entraînements par semaine à 8, ben je dis, lui, il va être blessé ou dégoûté dans 6 mois. Et ça marche à chaque hmm, fois. Et donc, pareil, quand on se lance et qu'on dit je vais faire un site, je vais faire un magazine, ce qu'il faut, c'est de se dire comment, dès le début, je vais me structurer et me planifier pour durer. Il faut que ça soit supportable. hmm. Comme quand quelqu'un vient me demander un conseil pour comment je peux préparer tel cours, je lui dis, mais tu bosses combien d'heures par semaine, par jour, tu as combien d'enfants, est-ce que tu es président d'association ou pas, ben, bref, quel est le temps raisonnable que tu peux consacrer à ton entraînement. Et en fonction de ça, je lui dis, ben, écoute, tu ne feras pas l'UTMB, fais le marathon du Mont Blanc déjà, ou le cross du Mont Blanc, 23 bornes, dans des bonnes conditions. Vu que tu peux courir que 4 fois 35 minutes, 40 minutes dans la semaine, ça sera déjà très bien si tu arrives dans les... Vous voyez, donc c'est pareil. D'ailleurs, le conseil que je peux donner à François pour me remplacer, c'est de se dire, si je veux faire Esprit Trail, est-ce que j'écris facilement? Est-ce que je ne fais pas une faute tous les 3 mots? Est-ce que j'ai la culture de la discipline pour garder la ligne éditoriale? Ou alors on fait autre chose. Mais en tout cas, Esprit Trail, c'est finalement une mise en perspective de l'actu du jour dans l'histoire de la discipline. Et quand il y a une nouveauté de produit ou une nouveauté d'entraînement, dire est-ce que c'est pas de la poudre de perlimpinpin et est-ce que finalement il faut en parler ou si on en parle, on le met quand même un peu entre parenthèses. De l'électrostimulation à la compression en passant par je ne sais quoi. C'est vrai que l'enthousiasme trop rapide ne permet pas d'être crédible à long terme. Voilà les conseils que je peux vous donner. Bah, il y a quand même dans le mot, dans le mot enfin, dans le nom du magazine, il y a quand même le mot esprit. Et Oui, faut quand même avoir un petit peu d'esprit, de sagesse, de recul, qui faut l'avoir, quoi. Parce que si tu n'incarnes pas ça, c'est pas légitime, pas crédible pour pouvoir en parler. Donc non, mais moi j'ai tout plein d'autres projets et comme tu disais, il faut savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire, et ça c'est quelque chose dont j'ai été un petit peu victime parce que j'ai beaucoup d'idées, je suis très créatif et j'ai voulu en début d'année faire beaucoup de choses toujours autour du trail ou voilà, ou tout ce qui tournait un petit peu autour. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour qu'il fallait que je pense entonnoir. Donc en entonnoir, si tu as plein d'idées qui donnent, et bah, au bout d'un moment, s'il n'y a rien qui sort, et bah, ça déborde et tu exploses. Et maintenant, à chaque fois que j'ai quelque chose comme ça, d'envie de rajouter quelque chose dans ma vie, et ben je me dis, est-ce que ça a réfléchi entonnoir?
Je ne sais pas si c'est c'est Pascal Thiébaut. Je ne sais pas si c'est le Pascal Thiébaut que j'ai admiré quand il courait sur la piste, mais en tout cas, si ce n'est pas lui, il a le nom d'un demi-fondeur qui a été un coureur impressionnant, 1500, 3000, 5000 dans les années 80 et qui a dû finir sa carrière à la fin des années 80. Ah bah écoute, peut-être. Le Thieb, on l'appelait le Thieb, il avait un final exceptionnel, il pouvait terminer un 1500 en 26 au dernier 200 mètres. Voilà. Alors du coup, il y a Julien qui nous demande: bonsoir François, bonsoir Serge. Je vous pose la question à vous deux. Vu les conditions actuelles du Covid, faut-il se lancer le défi de faire un trail en off? Alors, il y a deux types de trail en off. Le trail en off, c'est finalement, on va le jour d'une organisation, comme le week-end dernier les Templiers, ou le jour du Grand Trail de Serponçon que nous avions voulu organiser. On avait près de 200 à 300 personnes qui sont venues sur le week-end pour faire le trail. Si c'est une motivation, oui, c'est bien. Je crois qu'à partir du moment où on a envie de faire quelque chose, il faut le faire, surtout si on le fait à plusieurs. Un try off, ça peut être aussi se faire un défi personnel, parce que se dire on va aller de tel point à tel point parce que ce parcours m'intéresse ou parce qu'il a un intérêt général, le GR20, GR54 ou tout simplement le sentier qui part de chez soi et qui va sur telle ou telle montagne ou qui fait le tour de son terroir, à partir du moment où c'est votre projet, que ce projet vous met sur le sentier, qui vous donne de la motivation pour vous lever le matin, pour aller mettre les baskets, c'est souvent le moment le plus dur. Enfin, une fois qu'on est dedans, quand on a fait les premiers pas, le plaisir arrive tout de suite. Eh ben, il faut le faire. Il faut le faire. Je crois que j'avais dû écrire un texte sur le défi du quotidien, que finalement, les grands défis, courir 200 bornes, 300 bornes, faire le tour des géants, c'est bien, mais que le plus dur, c'est le défi du quotidien. Se tenir à ce qu'on peut appeler une hygiène de vie, le mot est un peu tristouné, mais à une certaine rectitude personnelle, un entraînement régulier, apprendre à manger ce qui nous fait du bien et non pas, enfin bref, une certaine somme de principes personnels qu'on peut appliquer, qui font du bien dans le long terme. Mais je crois qu'à partir du moment où le try off vous permet d'avoir cette petite étincelle qui vous donne l'envie, il faut y aller. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que c'est avoir la discipline d'être au quotidien, de se dire ce que je fais là c'est bien, ou mettre le principe de l'effet cumulé, c'est faire des petites choses tous les jours qui amènent à des grandes choses en finale. Alors moi, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne en ce moment, c'est vrai que comme on est très dans l'incertitude pour les prochains trails, c'est de se programmer un trail officiel qui nous fait plaisir, et si jamais il n'a pas lieu, d'avoir prévu un plan B où on a prévu un autre trail mais en off du coup, qui nous ferait plaisir, un circuit qui nous ferait plaisir aussi de faire, mais de se prévoir plan A, plan B. Comme ça évite d'avoir la déception de se dire j'ai fait toute cette préparation pour au final rien du tout, et de pouvoir quand même aller se défier, se challenger sur un projet. Donc ça peut être quelque chose que tu peux faire aussi, Julien, si ça t'intéresse d'utiliser cette petite technique. Par exemple, sur l'ultra-trail du Mont Blanc, moi, ce qui m'a marqué pour avoir été tellement souvent sur ce parcours, c'est que les concurrents de l'ultra-trail du Mont Blanc ont une approche très intimiste du parcours. D'abord, on part à 18h, on est tout de suite, on a d'homme de la gorge, il fait nuit. Ensuite, on entame la nuit. Au petit matin, à Courmayeur, on est déjà complètement gazé et on finit comme on peut si on arrive à finir. Et finalement, on est dans une aventure personnelle, mais il pourrait y avoir des barres d'immeubles autour, on ne ferait pas la différence. Alors que ceux qui ont fait des recos avant, ou qui l'ont fait en off avec leur épouse, avec des amis, ils ont eu un bonheur d'être bien sûr en effort, mais de pouvoir vivre et apprécier le paysage et le sentier à leur rythme. Donc, c'est deux choses différentes. Et courir, ça ne veut pas dire obligatoirement mettre un dossard. S'entraîner et être en forme permet aussi de faire de tellement belles bambées sur les sentiers, de faire ses propres petits exploits personnels, que le trail ne se limite pas vraiment à mettre un dossard. C'est une composante essentielle pour la motivation d'une grande partie, mais dès qu'on a compris que le plaisir de courir, c'est d'abord le geste et l'euphorie que cela peut créer à long terme, les paysages que cela permet de conquérir, on a quand même déjà fait un grand pas personnel vers un certain épanouissement. Tout à fait.
Alors, il y a Myriam qui te dit merci Serge, c'est ça l'esprit trail, savoir se diriger vers des objectifs qui nous sont accessibles dans un premier temps, puis se lancer et découvrir toujours avec plaisir de courir. Alors tout à fait, on en parlait tout à l'heure du plaisir de courir. Moi j'avais une question concernant ton côté organisateur. Donc du coup, on en a parlé un petit peu, que tu étais organisateur du Grand Trail de Serre-Ponçon. Comment est-ce que en tant qu'organisateur, tu te projettes pour 2021 et comment est-ce que tu arrives, si nécessaire, à motiver en fait des équipes? On sait qu'en ce moment, c'est toujours très difficile de trouver des bénévoles. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à y croire pour l'année 2021? Objectivement, c'est une expérience qui m'enrichit énormément. Ça permet vraiment de porter un projet à plusieurs. Il y a une dizaine de jours, on a réuni tout ce qu'on appelle notre comité technique, c'est-à-dire la vingtaine de personnes qui portent l'organisation. On est trois ou quatre, Jean-Michel Fourvincent, moi-même, Olivier Péloquin, hein, c'est-à-dire on est un petit groupe, trois ou quatre, à porter l'organisation, et on est un groupe un peu plus élargi d'une quinzaine. Et on était heureux de se retrouver, heureux de faire le point. Et l'un après l'autre, j'ai tenu à poser la question à chacun, est-ce que dans le contexte, tu veux continuer avec nous? Et donc, ils m'ont tous dit avec un grand bonheur, c'est un plaisir d'être avec toi, c'est un plaisir de continuer, de sentir l'enthousiasme que vous avez sur cette organisation, et donc continuons le chemin ensemble. Et c'est vrai que cette année, reconnaissance de parcours, bûcheronnage, étalonnage, visite des communes pour rencontrer les maires, mais ça a été un plaisir finalement. Donc tout Mmh. le travail qu'on a fait, il n'est pas perdu. Bon, la concrétisation sera plus tard, mais finalement les partenaires nous ont confirmé qu'ils continuaient avec nous. Mmh. Et rien qu'aujourd'hui, j'ai dû avoir 2 ou 3 mails de personnes qui me disent: «Mais quand est-ce que vous ouvrez les inscriptions pour 2021?» Donc, à la fois, je gère les remboursements de 2020, mais on me demande déjà d'ouvrir pour Mmh. 2021. Donc, finalement, c'est un chantier permanent, et c'est Mmh. mon rocher, quoi, hein. Et puis, s'il redescend une fois de plus, ben, on le remontera. Donc, mais quand même, j'aimerais bien les voir sur la ligne de départ, surtout qu'on a prévu, et une chanson que j'adore, au départ, là, pour lancer tout ça. J'ai beaucoup d'émotions, j'aurais beaucoup d'émotions à voir le premier peloton partir. Mais c'est vrai que ceux qui ont fait le off, qui m'ont envoyé les photos, tous ceux qui ont fait vivre ce parcours qu'on a quand même, c'est d'abord, je le dis, François Daen et Jean-Michel Fort-Vincent qui ont tracé ce parcours. On l'a peaufiné, on y a vécu dessus, hein, vécu parce qu'on y a passé des heures et des heures et des heures. C'est une belle expérience, donc on la continue. Je crois que tous les organisateurs, on partage ça. En tout cas, les organisateurs, même ceux qui sont professionnels, je ne parle pas des grandes boîtes, mais ceux qui sont professionnels, Mmh. c'est leur bébé, quoi. C'est quelque chose D'accord. qui, ça peut agacer parfois aussi dans mon entourage, mais c'est vrai que ça sonne, on me demande: «Bah, alors quand est-ce que je serai remboursé?» ou alors: «Quand est-ce que vous ouvrez?» ou, finalement là, vous croyez que la moyenne horaire, elle est bien calculée parce qu'entre le point 1 et le point 2, c'est à 3,7 alors qu'après c'est à 3,6, ça m'amuse, j'aime bien, quoi, voilà. Donc c'est un bonheur, c'est une activité. C'est vrai que j'ai commencé ma première organisation, c'était la montée du col Bayard avec mon papa, Charlie, en 1984, où tous les meilleurs du moment, Jackie Boxberger, Thierry Vatrice, Joseph Mahmoud étaient venus courir. C'était un vrai bonheur. Et puis depuis, chaque année, pratiquement, on a organisé des courses, hein, le premier championnat de France de course en montagne, Coupe du monde, enfin bref, on a toujours eu des chantiers, mais j'ai jamais rien fait tout seul, et je serais incapable d'organiser une épreuve tout seul. J'ai un directeur de course qui est aguerri, et s'il n'est pas là, je ne saurais pas faire. Bref, j'ai toute une équipe autour Ah, de toute une moi. équipe, quoi. Moi, finalement, je suis un peu comme un chef d'orchestre qui sait jouer Mmh. d'aucun instrument. Par contre, trouver la bonne harmonie, la bonne mélodie et les Mmh. faire jouer ensemble, ça, j'y arrive à peu près. Donc, j'ai beaucoup de chance. Bah, c'est une vraie compétence ça aussi, hein, d'être le côté un petit peu stratégie et puis de pouvoir harmonier tout ça. Donc il y en a besoin, hein, surtout dans des grands événements comme ça qui, enfin, personne se rend compte en fait tant que tu l'as pas fait du travail en fait que ça nécessite. Et c'est vrai que quand on sait que sur des gros événements comme ça, comme tu disais, c'est des gens qui sont à plein temps, hein, sur ces projets-là. Et c'est vrai que quand on entend que ça râle un petit peu quand on voit qu'il y a qu'un certain pourcentage de remboursement,
Mais c'est vrai que derrière, il y a des gens qui en vivent, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Honnêtement, le monde de l'événementiel souffre beaucoup en Bien ce sûr. moment. Mm. Et j'ai au téléphone animateurs, chronométreurs ou autres, et c'est très difficile pour eux, ça je le Mm. conçois, et c'est vrai qu'on est très sinistré. Mais j'ai une intime conviction qu'ils ne vaut absolument rien en capacité de prédiction. Mais j'ai l'intime conviction que au printemps prochain, on aura une très très belle embellie, que la solution thérapeutique vaccin ou soin sera arrivée, et que l'on pourra recommencer à inscrire de manière dans le marbre beaucoup plus nos organisations et revivre, mais revivre mieux, parce que si on prend un regard d'historien, un regard de sociologue, quand on a lu Fernand Braudel, quand on a lu un certain nombre de personnes qui ont réfléchi sur les soubresauts de l'histoire, à chaque crise difficile, et à l'échelle de l'humanité, la crise du Covid est une anecdote, et je mets de côté, chaque décès est un décès de trop, mais c'est une Bien sûr. anecdote, hein, quand on rappelle que certaines maladies, certaines épidémies comme la peste ont décimé la moitié de la population, ou d'autres, quoi, hein. Donc c'est que en 14-18, la plupart des hommes de 18 à 30 ans ne sont pas revenus dans leur foyer. Enfin bref, on s'est relevé, et à chaque fois qu'on s'est relevé, derrière, il y a eu un mieux vivre, puisqu'on s'est aperçu que la vie était fragile. Et comme une expérience personnelle, quand on a côtoyé de près la mort, on est plus heureux de chaque jour qui vient. Quand une société a été en grande difficulté, eh ben, elle repart avec plus de bonheur. On est point déprimé quand on était très, très traumatisé, et on repart, hein. Et donc, j'ai cette intime conviction-là. Encore une fois, c'est absolument pas la prospective ou de la prédiction, c'est uniquement une intime conviction. Je suis persuadé qu'au printemps prochain, il n'y aura pas que les bourgeons et les fleurs, il y aura aussi l'espoir de reconstruire quelque chose dans un climat sanitaire apaisé. Eh ben, écoute, on peut que souhaiter que tu aies raison et que ta prédiction soit avérée. Alors pour rebondir sur ce côté, il y a quelque chose qui en ressort toujours de quelque chose de positif. Est-ce que tu penses pas qu'il y a quelque chose d'éphémère? Parce que c'est vrai que je pense que juste après le confinement, on était tous contents de se retrouver, enfin, etc. Mais en fait, la vie reprend son cours. Et est-ce que enfin, après la crise, comme tu dis, elle n'est pas non plus de l'ordre d'une autre crise majeure de l'histoire. Et donc le côté éphémère, il y a quand même. Alors, il y a de l'éphémère, je l'entends. On sera tous comptables de cet éphémère ou de cette durabilité, chacun à son propre niveau. Il y a déjà des choses qui sont très structurelles. Par exemple, aujourd'hui, l'industrie, les marques se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus dépendre de la mondialisation, parce que la mondialisation, qui pour eux était une constante, devient fragile. Et donc, des grandes marques vont réinternaliser, soit dans l'Hexagone, soit dans l'Europe, leurs outils de production. C'est-à-dire que si je prends chaque domaine, on s'aperçoit que la prise de conscience de la fragilité d'un modèle leur demande de se réorganiser différemment. Donc il va y avoir des vrais changements structurels. Appareils de production, on peut les multiplier, mais pour faire simple, on va dire que chacun d'entre nous, on doit être capable de faire cette analyse, de se dire, ce changement que j'ai ressenti, cette prise de conscience que j'ai eue, faisons qu'elle ne soit pas fugace, et inscrivons-la dans la durée. Le bonheur, il n'arrive pas sur soi, il se décrète. Le matin, si vous décidez en vous levant que tout va mal, tout ira mal. Le matin, si en vous levant, vous vous dites, tiens, il y a ça qui va bien, je vais m'accrocher là-dessus et faire que tous mes tracas, tous mes soucis passent derrière ce qui va bien, ça va aller mieux. Alors, c'est facile à dire, la pratique est plus difficile, mais le mot c'est une ascèse, c'est-à-dire c'est une manière d'aborder la vie. Et objectivement, je crois que ma vie personnelle me permet de le dire. Je n'ai pas été épargné, loin de là. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme heureux parce que j'ai décidé de l'être. Voilà. Eh ben, c'est très très inspirant comme message. Alors, on arrive à la fin de l'heure, malheureusement, parce que j'aurais bien continué cet échange encore presque toute la soirée. Mais Mais c'est bien de se donner un cadre.
Voilà, Ouais, bien 1 sûr, heure on n'a c'est jamais bien. dit Ouais, 1 heure, c'est 1 heure. voilà, exactement, Ouais, exactement. mais je suis toujours surpris de la vitesse à laquelle cette heure passe très très vite. Et merci beaucoup à toi Serge d'avoir participé. Je trouve que cet épisode, cette émission de ce mercredi soir, pour le coup, elle avait vraiment le titre d'esprit et de travail. On a parlé beaucoup d'esprit, de philosophie, de façon de penser, de façon de voir les choses, de façon de voir la vie, et aussi de travail. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cet échange, d'avoir joué le jeu. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que tu fais, tout. Oh ben, je Où est-ce crois qu'on que peut retrouver? le plus simple, si vous voulez, objectivement, les magazines Esprit Trail sont l'écume de ce que je peux produire. Donc, le magazine vaut la peine d'être lu et on a envie de le continuer encore longtemps et de le transmettre après. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est intéressez-vous à la presse écrite. Je ne m'inscris pas en concurrence avec mes collègues. Trail Endurance, Wider ou Nature Trail sont des très bons magazines. On a chacun notre ligne éditoriale. Je les respecte tous beaucoup. On a du bonheur à se rencontrer. Et je veux aussi dire que les initiatives comme la tienne, François, ou tout ce que je peux voir sur la toile, ben, parfois je suis vraiment surpris, impressionné. Je dis ben, bravo, ben, ces jeunes, ils ont eu des très belles idées. Et vraiment, on a une communauté qui est bruissante. Elle a ses travers, mais quelle communauté n'a pas de ses travers? Donc, si on met de côté les productions qui sont vraiment pas à niveau, ben on arrive quand même à garder de très, très belles pépites. Et j'ai beaucoup de bonheur quand je vais dans les voyages de presse ou dans les points presse et que je vois toute cette diversité de tous ces gens qui se passionnent, qui essayent de créer leur petit outil de production, qui ont un œil particulier, parfois un peu de côté, et je regarde ça avec beaucoup de gourmandise. Donc, si vous voulez vous intéresser à ce que je fais, ben finalement, c'est d'aller piocher le magazine et de faire que, parce qu'il est lu, acheté, ben, il continuera à vivre et à offrir un regard différent, un regard peut-être complémentaire de ce qui existe par ailleurs. Eh ben écoute, merci, un grand merci pour ce message parce que bah, je ressens ta gratitude envers tout ce qui peut se produire sur la toile et puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Je peux que être d'accord en étant acteur de ça. En tout cas, moi j'en prends beaucoup de plaisir à faire cette émission du mercredi soir, des échanges toujours très enrichissants. Merci beaucoup à toi Serge. Merci encore une fois à tout le monde d'avoir participé dans l'espace commentaire. C'était vraiment super intéressant. Donc moi je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel invité et merci encore une fois Serge, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.